Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 27 janvier 2014 de Laval et compagnie. Comme à chaque semaine à l'émission, on parle de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À chaque semaine, il vient nous livrer la nouvelle qui fait la nouvelle. Il est de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour. Bonjour, Éric. Première nouvelle, les policiers vont être plus vigilants sur les routes au sujet des facultés affaiblies. Oui, on va serrer la vis en 2014. En plus des surveillances constantes là, des différentes routes et autoroutes du territoire, le service de police de Laval va mener de janvier à novembre des opérations de contrôle contre les facultés affaiblies. Donc, des barrages? Oui, tout à fait, des barrages systématiques contre la conduite avec les facultés affaiblies, non pas seulement par l'alcool, mais également par la drogue, parce que ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent, les facultés affaiblies par différentes drogues. Et évidemment, en décembre, vous savez, les barrages sont de plus en plus présents avec notamment les opérations vaccins qui impliquent les policiers de la Sûreté du Québec et les différents corps policiers municipaux de la province. Donc, vaccin en décembre va évidemment là, constituer le summum, le point culminant des opérations de barrage. Mais sachez qu'il y en aura de plus en plus cette année. On en prévoit au minimum 2 par mois sur le territoire de Laval entre janvier et novembre. C'est une bonne affaire. Et en parlant de vaccins, il y a une ruée vers la vaccination dans les cliniques. Oui, tout à fait, puisque, encore une fois, cette année, on parle de saison grippale, mais pas une saison qui sort de l'ordinaire. Non, c'est vrai. C'est pas on parle pas de pandémie, c'est ça, effectivement. Et comme dans plusieurs régions du Québec, c'est la souche H1N1 qui est la plus présente cette année, mais c'est une situation qui est drôlement autre que le scénario, rappelez-vous, de l'année 2009, la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010. La panique partout. Oui, il faut préciser que le H1N1 faisait son apparition au Québec. Maintenant qu'il est bien présent, cette année, on dénote des cas de souche H1N1. En fait, c'est la souche prédominante à la grippe cette année à Laval. On note à peu près une quarantaine de cas durant la période des fêtes. Et vous, est-ce que vous êtes vacciné? Non. Non, moi non plus. Non. Donc, on se touche pas. Dernière nouvelle, Laval qui est inscrit dans un guide sur les ressources de films à travers le Québec, c'est ça? Oui, bien ça, c'est le Québec Film Source Book, c'est le titre de ce bouquin. C'est le répertoire annuel des intervenants en cinéma et en télévision au Québec. C'est destiné aux productions étrangères. Par le passé, il s'agit de la 3e édition, soit dit en passant, de ce guide. Par le passé, en fait, Laval était implicitement mentionné à l'intérieur du Montréal métropolitain. Mais dans cette 3e édition, Laval fait son apparition officielle. Donc, il y a une section juste pour Laval. Exactement. Travaillée par les gens de Laval Technopole, le bras économique de la ville, et aussi du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, qui est responsable de ce répertoire, le fameux BCTQ. Pourquoi on a décidé cette année de laisser une page, de laisser la place à Laval? C'est entre autres en raison du tournage à la fin 2012 de quelques séquences du film White House Down à l'intérieur du club de golf UFO à Laval. Donc, on a décidé d'offrir une place bien méritée pour Laval. Et puis, tout ce qu'on vous souhaite, c'est une semaine remplie de nouvelles pour venir nous en jaser la semaine prochaine. Et je vous confirme qu'elle sera bien pleine cette semaine et on sera de retour la semaine prochaine. Et entre-temps, vous pouvez lire, bien sûr, l'Écho de Laval version papier, mais aussi version web. Hein? Oui, l'échodelaval.ca pour toutes les infos fraîches. Alors, toute l'équipe travaille très fort, dont, entre autres, Ghislain Plourde, qu'on retrouve la semaine prochaine. Merci, Ghislain. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, au sport, on sort des sentiers battus parce que Sarah Bibeau vient nous parler de sport non traditionnel. Sarah, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, qu'est-ce que tu entends exactement par sport non traditionnel? Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sport non traditionnel, pour utiliser le mot que tu utilises. Oui. Donc, un sport, ou je dirais une activité qui est un petit peu controversée dans sa catégorie. Donc, je ne sais pas si vous aurez deviné ou non. Donc, on parle des échecs aujourd'hui. Alors, les échecs, certains disent que c'est un sport, certains disent que ce n'est pas un sport. Je me demande, c'est quoi... les arguments de chaque côté. Les arguments de chaque côté, oui, exactement. Bien, sois patiente, j'arrive avec ça tout de suite. Alors, donc on débute pour le moment. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas un sport? Donc, je vais vous parler un peu du côté
contre et pour. Donc, on débute. Pourquoi ce n'est pas un sport? Donc, il y a certaines personnes comme Bobby Fischer. Bobby Fischer, lui, qui était champion du monde d'échecs en 1972, lui et son équipe de gens qui l'appuient disent que l'essence même de l'activité n'est pas sportive en tant que telle. Donc, quand on parle d'un sport, souvent, on a la connotation, est-ce que ce soit une activité physique, donc on augmente le rythme cardiaque, on sue, on a chaud, on bouge, on est en mouvement. Donc, lui, il dit que l'essence même de l'activité n'est pas sportive. C'est une activité cérébrale, donc selon lui, on ne devrait pas avoir une bonne condition physique pour pratiquer cette discipline. Et pour certains, justement, les activités cérébraux ne sont pas assez pour justifier le fait qu'on puisse considérer les échecs comme étant un sport. Donc ça, c'est un argument. Une école de pensée. Oui, d'un côté. Il y a encore d'autres choses. Donc, de plus, certains ils disent qu'il ne s'agit pas d'un sport, mais bien d'un loisir. Mais souvent, on englobe les sports et loisirs ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore une petite controverse entre les deux. Donc, certains disent que c'est un loisir au même niveau que ce serait un loisir de la lecture, l'écriture, la peinture. Collectionner des timbres. Comme si ça nous apporte quelque chose de bien. C'est sûr, ça nous fait grandir au point de vue social, peut-être les habiletés cognitives qui se développent. Mais de là à dire que ça nous fait suer, on a chaud encore là, c'est pas un sport pour cette école de pensée. Il y a différentes visions de voir les choses aussi à l'international. Donc, en Belgique, les échecs ne sont pas considérés comme étant un sport. Okay. Donc, à l'exception de la région de Flandre en Belgique. Sinon, les pays qui considèrent les échecs comme étant un sport, il y a la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et au Canada, ici, les échecs sont considérés comme étant un sport. Pour du côté, donc, ceux qui disent que c'est un sport, quels sont les arguments? Alors, ceux qui considèrent les échecs comme étant un sport, ils se basent sur une définition qui n'est pas seulement axée sur... une définition de l'activité physique qui n'est pas seulement axée sur le mouvement, être en mouvement. Pas besoin de suer nécessairement. Exactement. Donc, il y a différentes définitions d'activité physique, mais eux, ils se basent sur le fait que les échecs, il faut un sens du jeu. C'est une lutte, l'effort et les habiletés. C'est une compétition aussi. C'est ça, c'est une compétition. On peut être en équipe, on peut être seul, comme on joue par exemple au tennis seul ou on peut jouer au tennis double. Donc, il y a certaines caractéristiques qui se rapportent à la définition d'un sport. Il y a une fédération internationale des échecs. Ça aussi, ça nous fait croire que c'est quelque chose, ça s'en vient gros là, tranquillement. Ça a été créé en 1924, donc la FIDE, Fédération internationale des échecs. Elle a mis en place des Olympiades parce qu'au début, c'était seulement des professionnels qui jouaient aux Olympiades, mais plus ça a avancé, comme aujourd'hui, les amateurs peuvent jouer également dans cette association. La Fédération internationale des échecs, eux, ils considèrent les échecs comme étant un sport. Et puis, d'abord, ils disent que le cerveau est un organe. Donc, puisqu'on se base sur le fait que le cerveau est un organe qui demande de l'entretien au même niveau qu'on doit s'entraîner nos biceps, nos triceps au gym, ou qu'on entraîne aussi notre cœur, parce que notre cœur est un organe aussi, donc une activité physique. Donc, puisque le cerveau est un organe, on peut le comparer à un muscle. Donc, quand on joue un échec, on l'entraîne, on fait un entraînement physique. Je suis d'accord avec ça. Alors moi, cet argument-là m'impressionne, je l'aime, c'est un de mes favoris. Et puis, ils ont déjà fait des études, ils avaient comparé la fréquence cardiaque d'un joueur d'échecs et d'un pilote de F1, ça pendant l'effort. Donc le pilote en train de conduire, faire sa course, et le joueur d'échecs en plein match en train de réfléchir. Et les fréquences cardiaques des deux protagonistes, comme je pourrais les appeler, eh bien, elles étaient très semblables. Donc, on pouvait comparer les fréquences cardiaques de ces deux joueurs sportifs. Alors, ça aussi, ça nous fait croire que les échecs peuvent faire augmenter les fréquences cardiaques. Il faut quand même creuser les méninges là, pendant une partie d'échecs. Puis je trouve aussi que sans nécessairement être dans une super condition physique, comme on parlait tout à l'heure, hors d'onde, ça doit aider d'être en forme pour jouer aux échecs, justement, parce que c'est vrai. Quand on est en forme physiquement, bien, ça se reflète sur notre psychologique. Et puis on a besoin là, d'attention, puis on a besoin de force mentale pour jouer aux échecs. Et puis, il y a des parties d'échecs qui peuvent durer plus de 24 heures. Sinon, c'est vrai, ça, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Sinon, il y avait déjà eu en 2010, lors d'un tournoi d'échecs disputé à Rouen, en France, on avait organisé un contrôle antidopage pour les joueurs d'échecs. Alors ça aussi, ça nous rapporte un petit peu du côté sportif. Yes. Sinon, on dit que ça peut être bon pour le développement individuel d'un jeune, sans considérer le fait que ce soit un sport ou non. C'est bon pour le développement de la pensée critique, la créative,
la créativité, apprendre à être prudent, ce qui se rapporte à beaucoup de sports. À Laval, en terminant, on a une Ligue lavalloise d'échecs qui est située à Pont-Viaud. Donc, on peut jouer aux échecs, possibilité de participer à des tournois, activités libres. Le 450-965-1474. Également, possibilité de jouer aux échecs dans les clubs de l'âge d'or des différentes régions. Il suffit de s'informer auprès des clubs. Les centres communautaires également, on peut s'informer auprès des bureaux municipaux lavallois, les BML comme on appelle. Et en terminant, les écoles primaires. Alors, souvent, ils offrent des activités parascolaires pour les jeunes et il suffit de se renseigner pour pouvoir jouer aux échecs. Moi, c'est là que j'avais appris à jouer aux échecs. Oui, bien moi aussi. Primaire. Ça peut devenir vraiment une véritable passion. Donc, un sport à ou découvrir. pas. Un sport ou pas à découvrir. Merci, Sarah. De rien. Il y a deux façons d'aborder l'hiver. D'abord en le maugréant jusqu'au mois de mars ou sinon en s'en faisant un ami. Mais justement, du 1er au 9 février prochain aura lieu Sainte-Rose-en-Blanc, sa 10e édition. Et pour nous en parler, nous avons justement celle qui s'occupe de sa programmation, Erika Palmer. Bonjour, bienvenue à Laval et compagnie. Merci. En regardant la programmation de ce 10e anniversaire, on a l'impression que vous avez mis tout le paquet cette année. Oui, c'est une très belle édition, en effet. Très riche, tant du niveau plein air que culturel, avec toutes sortes d'activités, effectivement, pour prendre plaisir à passer cet hiver, et puis des spectacles intérieurs aussi. Puis c'est un bel hiver qui s'annonce pour vous. C'est pas toujours comme ça. Vous n'avez pas toujours eu des années aussi fastes que celle de cette année. Non, en effet, on a eu beaucoup de neige dès le mois de décembre, alors ça, c'était bien installé. On a un petit froid qui s'en vient, mais j'ai remarqué qu'on prévoit une hausse des températures légèrement. Derrière le froid, il y a toujours un peu de température plus douce. Ça. Bon, on va parler d'abord des nouveautés cette année, puis ensuite, on ira avec les valeurs sûres. Alors, on arrive avec quoi comme nouveauté cette année? Bien, cette année, au niveau du plein air, on a le Jump High, qui est une sorte de trampoline où les enfants peuvent faire toutes sortes d'acrobaties. On a aussi, au niveau plein air, encore une fois, un tournoi avec des anciens joueurs des Canadiens. Oui, c'est vrai. Et Étienne Boulay, qui aura lieu le 9 février. Alors, c'est un tournoi de ballon-ballet, c'est ça? Non, c'est un tournoi de hockey-bottine. Hockey-bottine, OK. Ouais. Hockey-bottine, c'est ça, donc pas besoin de casque, etc. Là, ça va être dans la rue. Et puis, un peu à l'ancienne, quoi. Parmi les choses lumineuses de Sainte-Rose-en-Blanc, il y a bien sûr le feu d'artifice traditionnel. Mais cette année, il y a une petite twist un peu différente. Oui, en effet. En fait, le public va être partie prenante de ce spectacle d'ouverture avec le happening dansant, un flash mob, qui est en ligne présentement. Les gens peuvent se pratiquer. Alors, on va sur Internet, on regarde la vidéo, on voit un peu la chorégraphie et on peut participer à ce moment-là à ce flash mob-là. Même, bon, évidemment, il y a une chorégraphe qui est là, qui reprend, qui remonte encore la chorégraphie. Et puis ensuite, tout le monde, avec leur gros soute, leur chapeau et leur foulard, vont participer. Un petit peu de saveur traditionnelle avec Yves Lambert. Oui, Yves Lambert, membre fondateur de la Bottine souriante, qui est là avec son trio, tout de suite après le feu d'artifice à l'église Sainte-Rose de Lima. Alors, on peut non seulement souligner, mais aussi rocker. Je pense qu'il y a un groupe rock en plus. Oui, Round the Clock, qui va des classiques rétro d'Elvis Presley jusqu'aux Beach Boys. Donc, ça aussi, c'est immédiatement après le feu d'artifice. Les gens pourront se réchauffer dans le chapiteau. C'est donc du 1er au 9 février. Est-ce que c'est toute la journée où on peut y assister ou principalement en fin de journée? En fait, c'est 5 jours sur 2 fins de semaine. La première fin de semaine, le premier 2, samedi, dimanche, et ensuite du vendredi au dimanche. C'est toute la journée. Il y a des activités pendant le jour. Il y a des ateliers sur les métiers d'antan à l'église, au Centre d'art Sainte-Rose, qui était une ancienne école. Oui. Donc, il y a des ateliers, des contes, des spectacles, toutes sortes de choses, du matin 9h jusqu'à 10h le soir. Ce que ça prend, c'est quoi? C'est d'être bien habillé? Bien habillé. Si vous voulez, il y a des pentes de glisse. On vient avec son Crazy Carpet, et puis bien habillé, effectivement. Puis des spectacles aussi. Bon, on a un chapiteau, les gens peuvent se réchauffer aussi, prendre un petit chocolat chaud. Et le plus beau là-dedans, c'est que c'est gratuit. Oui, tout est gratuit, en effet. Et cette année aussi, on a une collaboration avec la STL. Donc, on aura des navettes. C'est vrai, il y a des navettes. Qui partent de la gare Sainte-Rose de façon régulière pour amener tous nos participants. Sainte-Rose, exactement, pour le situer géographiquement, pour ceux qui nous regardent, c'est... C'est au nord de Laval, près de la 15, en fait. C'est boulevard Sainte-Rose. Toutes les activités ont lieu sur le boulevard Sainte-Rose et à la Berge des Baigneurs. Et pour avoir de plus amples détails, vous allez sur sainte-rose-en-blanc.laval.ca. C'est ça. Là, on a tous les détails. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette 10e édition, Erika? Une belle température, assez froid, de la neige, mais pas trop froid quand même. OK. Alors, c'est un rendez-vous donc du 1er au 9 février pour Sainte-Rose-en-Blanc, la 10e édition. Merci, Erika. Merci. Merci.
Le 1er et 2 mars prochain se tiendra le Salon des reptiles au Collège Maisonneuve à Montréal. Et j'ai avec moi le porte-parole de l'événement et un des exposants, d'ailleurs, au Salon des reptiles, Monsieur Alexandre Gariepi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est bizarre, je suis un peu plus stressée que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi non plus. Donc, le Salon des reptiles. Toi, tu es un grand passionné, Alexandre. Oui. Parle-moi donc de ça. Ça a commencé comment, cette passion pour les reptiles? Parce que c'est assez C'est exceptionnel. difficile à expliquer, parce que je pourrais dire, c'est une passion que j'ai depuis la naissance, à mon avis. J'ai toujours aimé, depuis que je suis petit, je m'en souviens même pas, mes parents me parlaient que j'étais passionné, que je pouvais pas... On pouvait même pas retirer de là devant la télévision s'il y avait une émission sur les reptiles. Puis depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai attrapé des couleuvres, des grenouilles, des têtards. Il y a une zoo de reptiles à Saint-Eustache qu'on allait. J'étais à peu près grande même, puis je jouais avec des serpents de 12-15 pieds. Je n'étais pas stressé, je faisais des face-à-face. Aujourd'hui, je le ferais peut-être pas quand on ne sent pas le serpent. Mais quand on est jeune, on est un peu... On est un peu insouciant. Insouciant, on se rend pas compte du danger des fois. Mais il n'est pas rien arrivé, parce que c'est pas souvent les espèces qui sont très dangereuses. Même s'ils sont gros, c'est pas parce qu'ils sont gros qu'ils sont dangereux. C'est juste de savoir comment les manipuler. Donc, tout ce qui est lézard, amphibien, reptile, toi, ça te fait triper. Oui, araignées, scorpions aussi. Ah, en plus, araignée, ouais. ah, Je n'ai pas c'est- mis d'araignée, par contre, ma Oh, chanceuse. mon Dieu, c'est-tu de valeur? J'aurais aimé ça la prendre sur moi, Caroline. Je peux aller la chercher une? Non, c'est correct. Puis toi, aussi, t'en as beaucoup à la maison. Quand même plusieurs, oui. T'as combien de reptiles à la maison? Je garde pas un compte exact, mais entre 40 et 50. Seulement des reptiles? Ouais. Et lézards et tout ça? Oui, ensemble? ça inclut mes serpents, lézards et T'as araignées. d'autres bébites, Ouais, tarentules, quelques araignées. machin. Est-ce que tu peux nous montrer quelques petites bébites que tu nous as amenées? Oui, je peux vous présenter un Oui, serpent, présente-nous. justement. Puis en même temps, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi les gens ont si peur. D'où ça vient, cette peur-là? Parce que je pense pas que je suis la seule qui ne trippe pas nécessairement sur les serpents et les lézards. En fait, c'est une peur souvent innée ou qui va venir par les parents, qui vont déjà avoir une grande peur et qui vont la transmettre à leurs enfants. C'est vrai, c'est Fait vrai. que souvent, même si vous avez peur, c'est pas bon toujours de le montrer à vos enfants. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas besoin d'en avoir peur non plus. C'est pas toujours bon, justement, de donner sa peur. Donc, même si vous en avez peur, c'est de faire quand même des fois l'effort. C'est pas un animal qui est dangereux, là. Vous allez avoir un chien qui est plutôt agressif ou quoi que ce soit, ça peut être bien plus dangereux que ça. Sauf que les gens sont pas habitués de voir des serpents. Fait qu'ils pensent que c'est tout dangereux, c'est tout venimeux, ça va tout vous tuer. Il n'y en a pas de problème avec les espèces qu'on a sur le marché. C'est sûr que certains géants peuvent être un peu plus dangereux, mais de là à dire que c'est plus dangereux qu'un chien, non, parce que le chien, il va être loose dans la maison, il peut avoir des enfants. Le serpent est dans une cage souvent barrée. C'est pas vraiment un problème. C'est sûr que les gens peuvent en avoir peur parce que, justement, ils ne connaissent pas. Ouais. C'est la peur de l'inconnu. On le sait qu'il y en a des méchants, des dangereux. Oui, non, On fait c'est pas sûr. la Il y en a différence. des serpents venimeux, mais au Québec, premièrement, il n'y a pas d'état naturel. Il faut avoir un permis de jardin zoologique pour avoir le droit d'en posséder légalement. OK. C'est pas des serpents qui sont très, très communs en captivité au Québec, même au Canada. Et lui, spécifiquement, c'est quoi? Ah, il me regarde. Oui, ça, c'est un python royal. C'est une espèce africaine qui va venir de 4 à 6 pieds de long. Les femelles deviennent généralement un peu plus grosses. Celui-ci, c'est un vieux mâle qu'on utilise souvent pour les éducations. les Lui, il est animations. vieux. Ça fait plusieurs années que Magazine l'utilise. C'est pour ça qu'il est plus calme, peut-être, il est habitué, il y a une certaine sagesse. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est qu'à un moment donné, il s'habitue. OK. Il s'habitue à manipuler. Un python royal que tu ne prendras pas souvent va souvent avoir peur de se faire. Dès que tu vas approcher de la tête, il va avoir peur. Tu vois, celui-ci, il n'est pas nerveux du tout. C'est pas un serpent qui va être plus prompt à mordre parce qu'un animal qui est stressé, qui a peur pour sa vie, va être plus prompt à mordre aussi parce qu'il veut se défendre. Mais Un lui, rep- s'il mord, c'est pas grave, là. Ça fait Non, mal, non, ça. regardez, il faut vraiment par ça, puis le lendemain, même quelques heures après, même 15 minutes après, vous le sentirez même pas. Là. Une coupure avec une feuille de papier va faire mal des fois pendant plusieurs jours. Ça, je vous dis, après quelques minutes, vous l'avez oublié, là. Mais la texture, là, au toucher, c'est pas du tout comme on se l'imagine. Hein? C'est vraiment comme si on touche du cuir. Là. Exactement. Une sacoche en cuir. Exactement, une sacoche de bonne qualité. En fait, c'est juste parce que chaque espèce va avoir des écailles différentes. Fait que c'est sûr que là, je te fais toucher un python royal, c'est plus lisse. Je préfère toucher une autre espèce qui va avoir des écailles plus veloutées, plus rugueuses. Ça va vraiment varier. Mais c'est que les gens pensent que c'est gluant, juste à cause de l'iridescence du serpent. Avec la lumière qui va refléter sur les écailles, les gens pensent que c'est gluant, mais c'est très, très... Ils n'ont même pas de pores, ils peuvent pas transpirer, donc c'est sec. Mais S'il est mouillé, c'est beau, qu'il est dans en l'eau fait, avant. hein? Ça fait peur, mais c'est quand même beau. Ah, c'est très beau. C'est juste que, justement, les gens qui ont peur, c'est qu'ils n'ont pas été en contact avec. C'est sûr que du monde qui vont avoir ça, les gens qui vont posséder les reptiles vont souvent être sous certains préjugés parce que, je veux dire, c'est pas du monde normal. Il y a plein de familles
qui vont en avoir. Je veux dire, j'ai travaillé en Anne-Marie avant, puis j'ai vu tellement de familles. Je veux dire, le petit gars de 5, 6 ans, 7 ans, il va avoir un petit gecko, un petit serpent. Il n'y en a pas de problème. C'est des gens, comme tout le monde, qui en ont. Certaines personnes ont des allergies. Tu peux pas avoir un hamster, un rat, un chat, un chien. Ça a des poils, donc tu peux avoir été allergique soit au poil à la salive, ce qui va créer ça va faire des problèmes. Et aussi, des mammifères, vont être des animaux qu'il faut que tu t'occupes à tous les jours. C'est des besoins quotidiens. Ouais. Tandis qu'un reptile, un serpent comme ça, tu vas manger une fois par semaine. Donc, c'est beaucoup moins d'entretien, là. Oui, c'est beaucoup moins d'entretien. Et je veux dire, l'eau, vous allez changer une fois qu'elle est souillée, quelques fois par semaine, c'est possible. Puis, ils en mangent une fois aux semaines à 2 semaines. Tandis qu'un chat, un chien, vous le laissez une fois, 2 fois par jour. Il faut le sortir, le changer de tiers. Fait que c'est des gens qui sont beaucoup sur la route, qui voyagent énormément, qui n'ont pas beaucoup de temps, puis qui veulent quand même une présence à la maison. Si vous voulez pas des poissons, il faut des changements d'eau. Un reptile est quand même un très bon choix. Est-ce que tu peux nous montrer l'autre que tu as amené? Bien sûr. Voulez-vous me le tenir en attendant, s'il vous plaît? Non, c'est correct. Je vais le laisser se reposer. C'est elle qui est une femelle. Elle a l'air sur le party. Oui, c'est très, très actif comme espèce. C'est une espèce qui est diurne. Donc, elle vient de se réveiller. Puis en attendant que tu sors, c'est quoi exactement? Là? Un alligator américain. C'est un alligator américain, n'est-ce pas? Fantastique. Je veux juste dire que le Salon des reptiles aura lieu le samedi 1er mars de 10h à 20h et dimanche 2 mars de 10h à 17h au Cégep Maisonneuve à Montréal, à 2 pas du métro P9. Et les tarifs, c'est vraiment pas cher. C'est une belle activité à faire durant la semaine de relâche. C'est 9 pour les adultes. Pour les enfants de 12 ans et moins, c'est seulement 8 et c'est gratuit pour les 2 ans et moins. Et pour les informations, allez sur www.salondereptiles.com. Vous pouvez appeler aussi au 514-862-0801. Donc, l'alligator, mon Dieu, c'est-tu cute, ça? Ça, c'est une très belle espèce. En fait, c'est au même niveau que les serpents venimeux qu'on va parler tantôt. Il n'est pas légal de posséder un alligator dans une maison. C'est comme avoir un tigre, un lion. Depuis 1992, il y a une loi qui a été passée. Donc, il va falloir garder... faut avoir un permis de zoo, ça s'appelle à Magazou. OK. On l'utilise pour justement faire des animations, éduquer les gens. Et il va probablement être au Salon des reptiles aussi. Donc, si vous voulez venir le revoir... Oui, une autre belle sacoche, mais ça fait plus un portefeuille à grosseur qu'elle a. Merci beaucoup, Alexandre. Vous êtes très intéressant. Merci. Juste pour rire spectacle présente André Sauvé. De tous les animaux qui existent, on est le seul qu'on sait qu'on est. La vache, elle sait pas qu'elle broute, elle. T'sais, elle sait même pas que c'est une vache. T'sais, elle broute, elle chie pis that's it. C'est ça que j'aimerais. Avoir de la vache en dedans de moi. Pouvoir, de temps en temps, déploguer ma conscience. Quand t'es tanné de te voir, tu te switches à vache. Je le sais qu'il y en a qui l'ont naturel. Je le sais. André Sauvé est un humoriste dans une classe à part. Du moins, selon moi. Et il présente partout au Québec son nouveau spectacle Être, que Anne-Marie Kirouac est allée voir, évidemment. Et elle nous en fait sa critique aujourd'hui. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Amélie. Comment t'as trouvé ça? Ça devait être génial. On sait que toi, t'as un petit parti pris. C'est peut-être ton humoriste préféré. Oui. Mais c'est vrai que t'as raison de dire que c'est un humoriste à part, André Sauvé, qui a une montée assez fulgurante depuis quelques années. C'est quelqu'un qui a commencé dans l'humour assez tard dans sa vie, il faut dire. Ouais. Lui qui est maintenant dans la quarantaine avancée. Et ce spectacle-là, Être, qui est très, très populaire, des supplémentaires qui n'arrêtent pas de se rajouter, est vraiment très intéressant comme spectacle. Moi, c'est le premier spectacle que je voyais live dans une salle de lui. J'avais vu les autres en vidéo. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que si t'aimes André Sauvé, c'est du grand André Sauvé. C'est dans la même veine que son spectacle précédent? Oui, en fait, on sait son style. Lui, c'est des réflexions sur... Puis là, évidemment, le titre « Être ». Donc, c'est des réflexions sur... Au départ, en tout cas, sur le moment présent. C'est très philosophique comme style humoristique. Oui, quand même, parce que c'est des réflexions sur... Bon, par exemple, le spectacle commence et il dit qu'il était allé en vacances, ça, dans le sud. Et là, il disait qu'il recevait des messages, des courriels, des gens qui disaient « Profites-en! Profites-en! » Puis là, il disait « Est-ce que j'en profite? Est-ce que je profite du moment? Est-ce que je... » Donc là, évidemment, déjà, tu ris, c'est bon. Donc là, toute la réflexion sur comment est-ce qu'on peut savoir qu'on profite vraiment de notre vie, qu'on est
dans le moment présent. Donc ça débute le spectacle. Il faut dire qu'au départ, il y a quand même il y a une montée. Il est quand même lui-même, mais parle un petit peu plus lentement au début. Mais là, plus ça va, plus l'énergie monte. Et là c'est un peu comme un presto, si on peut dire. Il est un peu hyperactif. Et là, ça explose. Il y a 2 parties au spectacle. Toutes ces réflexions sur être, c'est vraiment tout au long du spectacle. La deuxième partie commence avec un dialogue avec Dieu. Ça, c'est peut-être le bout qui m'a un petit peu moins plu parce que là, il revient sur Dieu créa le monde en 7 jours, blabla. Donc, le 7e jour, il se reposa. Et là, après ça, lui s'adresse à Dieu. Mais là, Dieu, pourquoi il y a telle affaire, blablabla? Bon, c'est intéressant, mais je dirais que ça, c'est peut-être un petit peu plus convenu. On est plus habitué de voir ce genre de trucs-là. Mais ce que j'aime d'André Sauvé, c'est ses dérapes. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Comme par exemple, à un moment donné, il y a un atelier de bricolage où il veut nous montrer à faire une cabane à moineaux, une petite cabane d'oiseaux. Et là, il dit, bon, vous devez prendre une planche de bois et couper à un bout. Mais là, il y a une dérape sur c'est quoi un bout de bois, puis c'est pas le bout du bout. En tout cas, là, je te là, il s'en va dirais d'un pas au sujet complet. à l'autre. Mais c'est ça, finalement, la cabane, ça prend une demi-heure à construire. Finalement, c'est pas l'objectif de construire la cabane, c'est toutes ces réflexions sur les étapes. Puis il y a un numéro, moi, qui m'a vraiment beaucoup frappée. C'est très, très simple. Il nous raconte une audition pour une pub de café. Une pub où il avait seulement à boire du café. Pas de parole, rien. Et là, lui-même, déjà, tu vois, il s'en vient. Il laisse sa tasse de café. Puis là, il y a une réflexion sur... Mais là, comment je bois mon café, moi, le matin? Est-ce que j'ai mon bras comme ça? Mon bras gauche est haut. Naturel? Bien, c'est ça. Et finalement, il est tellement préoccupé par être naturel que finalement, il boit comme ça. Puis il dit, je l'ai pas eu. Puis après, quand je suis retournée chez moi et le lendemain matin, j'ai voulu boire du café, je savais même plus comment le faire naturellement. Parce qu'il était trop dans l'auto-réflexion, l'auto-analyse de ses gestes. Bref, c'est un spectacle vraiment, vraiment intéressant. Beaucoup de textes, hein, André Sauvé. C'est un verbeux, comme on peut dire. Il a l'air d'un génie, ce gars-là. Mais c'est lui qui écrit ses textes. Une belle mise en scène, quand même. Bon, moi, je l'ai vu au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Il sera en spectacle à la salle André Mathieu, des grandes salles. Il y a quand même beaucoup de techniques. Là. Il y a des écrans, des projections, de la musique. C'est sûr que c'est pas juste stand-up, le gars dans le milieu de la scène. Des fois, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer trop ces artifices-là. On pourrait dire on peut se contenter seulement de l'homme en question. Mais c'est vraiment, comme je disais, des textes. Il y en a beaucoup. Donc, beaucoup de réflexions. Est-ce qu'il est aussi physique que dans son premier spectacle? Il y a quelques petits numéros physiques, peut-être moins. Je sais qu'il y a un numéro qui t'avait beaucoup marqué. Sur le sofa, là, qui raconte quelque chose que je me rappelle plus trop, puis qui bougeait sur le sofa. C'est ça, il y en a de façon qui n'avait pas de bon sens. Un peu moins, comme je te dis, ce bout-là avec le café, oui. Peut-être un peu moins, vraiment dans les réflexions dans sa tête. Vraiment, ça ne doit pas être reposant d'être dans sa tête. C'est ce qu'on se dit pendant le spectacle. C'est sûr qu'il y a peut-être un certain public qui va trouver que c'est trop de mots à la minute. Mais c'est peut-être un peu, symbolique de ce qu'on a tous dans notre tête, la petite voix qui se fait aller toujours. On dirait qu'il représente ça. Ben oui, comme quoi il peut jamais rien faire comme ça, la tête libre. C'est toujours « Ah, mais là, est-ce que c'est correct? Ah, est-ce que j'en profite? Est-ce que si? Qu'est-ce qu'il pense? » Puis le numéro final... le gros numéro final, il est dans un cocktail. Et là, il y a des voix. C'est vraiment très, très bien synchronisé, son truc. C'est comme s'il est dans un 5 à 7. Puis là, il se promène d'une personne à l'autre. Puis il se dit, moi, j'ai jamais rien à dire quand je suis dans un 5 à 7. Puis là, comment me tirer d'une situation? Comment aborder les gens? Donc, tout ça se passe en 5 minutes. C'est très, 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 très bon comme numéro. Des situations banales, mais qu'on a tous vécues. Bien, c'est ça. Je pense qu'on peut vraiment s'identifier à André Sauvé. Comme je disais, il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est un déluge de mots. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup ri. Et la preuve, c'est que là, son année 2014, elle est pleine, vraiment à craquer. À Laval, c'est complet, malheureusement, pour les 30 et 31 janvier. Il reste quelques places, parce que là, il y a 2 supplémentaires qui ont été annoncés. 28 mars, il reste quelques places, surtout sur des strapontins, des petits bancs là, séparés au bout des rangées. Sinon, 26 septembre, si je ne me trompe pas, 26 septembre 2014, à la salle André Mathieu. Achetez vos billets tout de suite parce que ça risque de se remplir. Salandrémathieu.com. Très rapidement. Oui, c'est André Mathieu. www.salandrémathieu.com. Donc, ça sera au mois de septembre et sûrement que ça va tourner encore, ce spectacle-là, Être André Sauvé. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas vulgaire. Il n'y a pas de vulgarité de sexe, de sac. Je trouve ça rafraîchissant. Un humour intelligent. On sort de là, puis on a eu une dose de conscience. De spin dans la machine à laver. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Si vous avez mis dans vos résolutions de 2014 de reprendre la forme ou de la garder, bien, l'organisme de mon prochain invité va sûrement pouvoir vous aider. Il est directeur général du groupe Promo Santé Laval, Charles-Émile Desgagnés-Cyr. Au Scrabble, ça, c'est payant. Bonjour Charles-Émile, ça va bien? Bonjour Rémi, oui, vous? Bien. Qu'est-ce que c'est la mission du groupe Santé Promo? La mission, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie au sein de l'ensemble de la population lavalloise. T'es loin un peu, rapproche-toi donc un petit peu. Donc, les saines habitudes de vie, c'est l'exercice, c'est la nutrition. Oui, le non-usage du tabac. Mais oui, c'est tous ces volets-là mélangés ensemble qui font en sorte qu'un individu est en bonne santé. Et ça vise principalement qui comme clientèle? Bien, c'est l'ensemble de la population, donc autant les enfants, les adultes, les aînés. Mais c'est sûr qu'on a des projets qu'on a plus développés, des populations avec lesquelles on a plus travaillé. Dont entre autres les aînés. Oui, entre autres les aînés avec lesquels on travaille depuis 7 ans, autant en activité physique dans des salles, pour lesquels on les fait bouger. Dans le fond, on forme des bénévoles qui, eux, ensuite vont aller animer à leur pair dans les résidences. Aussi avec les clubs de marche qui vont se promener partout à travers Laval au sein de différents groupes, mais aussi avec les enfants. On a aussi un volet avec les enfants où on travaille en alimentation. Parce qu'il y a un gros problème d'obésité, on l'a vu. Depuis ces dernières années, ça augmente sans cesse. Oui. Vous, en tant que... C'est quoi, vous êtes kinésiologue, oui. C'est bien ça? Oui. Votre souci premier, lorsque vous avez quelqu'un devant vous, c'est de lui transmettre quoi, au juste? Un message, dans le fond, que la balle est dans son camp. Souvent, c'est les environnements dans lesquels on vit, puis notre mode de vie qui va faire en sorte qu'on va avoir une bonne santé ou une mauvaise santé. Donc, c'est de lui inculquer le message que la balle est dans son camp et qu'il peut prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'il va être en bonne santé. Il y a, outre la génétique, là, la balle est dans notre camp. Okay. Puis, c'est à nous de prendre des bonnes résolutions. Là, et il n'est jamais trop tard? Il n'est jamais trop tard. Oui, il y a des études qui prouvent que n'importe quel individu, peu importe son âge, peu importe son niveau de conditionnement physique initial, après 5 ans de saines habitudes de vie, peut rattraper l'individu qui, toute sa vie, a eu des saines habitudes. Groupe Promo Santé Laval se promène, envoie des bénévoles. Comment ça fonctionne si je veux faire appel à vos services? Bien, nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on forme des bénévoles, soit dans différents endroits, ou bien ils viennent chez nous au centre communautaire du Boisé-Papineau pour suivre une formation. Par la suite, s'ils sont déjà dans un groupe d'activités, ils vont rejoindre le groupe et partager le message que l'on leur a fait, ou bien ils vont commencer à enseigner. Si c'est un citoyen qui veut simplement s'impliquer, puis bien suivre une formation, on trouve des lieux qui ont besoin d'un bénévole comme ce citoyen-là pour animer des séances d'activité physique. Et il y a même des exercices adaptés aux personnes qui ont peut-être des problèmes de mobilité. Je pense entre autres à Parachute. Oui, Parachute à domicile, c'est qui a été transformé par intervention multidisciplinaire, factorielle personnalisée. En fait, ce sont pour les bénévoles qui ont vraiment à cœur les aînés en perte d'autonomie, qui, eux, ont besoin d'un soutien plus serré. Ce qu'on fait, c'est qu'on les forme, puis ensuite, ils travaillent avec un thérapeute en réadaptation physique du C3S dans la résidence d'une personne âgée pour les aider à reprendre des forces. Charles-Émile, vous êtes dans ce milieu-là depuis combien d'années? Personnellement, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Est-ce que vous voyez une amélioration depuis les 3 dernières années ou il y a encore beaucoup à faire? C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, mais la bonne nouvelle, du moins, c'est qu'on se fait de plus en plus reconnaître quand on se promène, qu'on voit des gens qu'on n'a jamais croisés, qui savent qui sont Groupe Promo Santé Laval, ce qu'on fait, comment on soutient la population. Donc, c'est un bon signe puisque les gens commencent à bien avoir comme connaissance qu'ils ont un soutien dans la communauté en matière d'activité physique et de saine alimentation. Et vous l'avez dit, il y a de plus en plus de groupes d'exercices et de marches. Ça, c'est une façon de ne pas décrocher. Hein? C'est-à-dire de s'accrocher aux gens autour de nous. Oui. Il y a un petit côté aussi social. Tout à fait. Le social est très fort dans un groupe d'activité physique. Il y a des gens qui ne font de l'activité physique que pour ça. Hein? Puis c'est correct, il faut respecter ça. Et en même temps, c'est un exercice qui est bon pour la santé, mais c'est surtout pas très coûteux. Il faut juste avoir un bon habit,
des bonnes espadrilles et d'aller marcher avec les gens. Est-ce que vous pouvez localiser, donc dire « Ah, j'ai quelqu'un dans tel secteur, je peux vous mettre avec tel groupe de marche ». Est-ce que ça peut se faire, ça Tout à fait. Il y a un système qu'on appelle la ligne Info Actif, sur laquelle on travaille, dans le fond, quotidiennement. C'est un ou une kinésiologue qui répond aux messages qu'elle reçoit de la population. Donc, j'aimerais faire de l'activité physique dans Chemédé, j'aimerais joindre un club de marche le soir. Avez-vous quelqu'un ou un groupe à me référer? Et nous, on fait les recherches et, pour la personne, où on va dans notre réseau, puis on donne des informations à cette personne-là. 450-668-2121. Exactement. Donc, on peut appeler quoi, du lundi au vendredi? Mais en fait, on peut laisser un message vocal en tout temps, 24 heures sur 24, puis notre kinésiologue, dès qu'elle prend le message, elle fait les recherches nécessaires et elle appelle avec des solutions. Parfois, ce sont des demandes pointues qui nécessitent des recherches plus élaborées. Donc, on prend les messages, on fait les recherches et on rappelle avec des solutions. Et si jamais vous avez l'Internet chez vous, vous pouvez aussi aller faire un tour sur gpslaval.com, groupe promo Laval. Santé Laval. Santé Laval, mais oui. Il y a une petite abréviation. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez à la population en général pour 2014, Charleville? Bien, c'est sûr que c'est la santé. Hein? Tu sais, le proverbe ayez la santé, le reste vient avec. C'est vraiment ça, selon moi. Vraiment, il faut que les gens soient en santé, puis le reste vient. Peu importe leur âge, il n'est jamais trop tard, on le dit. Jamais. Merci, Charles-Émile. Merci à vous. Merci. Voile de l'amitié, c'est une association à but non lucratif qui représente des artistes peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, poètes, marins et tous ceux qui s'intéressent aux événements artistiques, maritimes et environnementaux. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir une membre de l'association, Madame Marie Giroux. Bonjour, Bonjour. Marie Giroux. C'est quoi votre titre exactement ou votre rôle au sein de l'association? Je suis présidente de l'association. Présidente, donc pas seulement membre, mais présidente. Alors, parlez-nous un peu de Voile de l'amitié. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Voile de l'amitié, en fait, c'est ça. Les membres sont surtout des marins. Nous avons d'ailleurs dans notre association 2 membres honoraires qui sont Yves Gélina et Didier Épard, qui sont 2 marins quand même renommés ici au Québec et un peu partout dans le monde. Et entre autres, nos membres sont justement soit marins, soit ont à cœur l'environnement ou toutes les activités que nous faisons, nous, d'activités artistiques aussi. Oui. Et vous faites des conférences, des rencontres. Qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, pour les membres, exactement. On organise cette année des conférences. On a débuté ça l'année dernière. Et puis, ce sont souvent des marins qui viennent nous raconter justement leur voyage, leur histoire, leur parcours à voile, ou ce sont des gens qui ont vraiment à cœur l'environnement aussi. Donc, il y a vraiment différents thèmes pour ces conférences-là. Et puis, les gens viennent nous voir comme ça, tout simplement, à la bonne franquette. Certaines personnes ont vraiment vécu là, des aventures exceptionnelles. Oui, tout à fait. Sont partis vivre sur des voiliers. Oui, sont partis plusieurs années sur leurs voiliers, souvent en famille, avec des enfants, tout ça, viennent nous raconter leur aventure. C'est extrêmement intéressant. Et les enfants, ils font leur éducation directement à bord. À bord. Oui. C'est vraiment formidable. Wow, ça doit être très enrichissant. Toujours. C'est toujours enrichissant. C'est toujours intéressant d'entendre leur histoire, leur aventure, leur mésaventure aussi. Oui, ça doit. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant à entendre. Et ces personnes-là ont un parcours qui vraiment sort de l'ordinaire. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens s'intéressent à nos conférences. Et vous, étant la présidente, j'imagine que vous êtes fondatrice également. Oui. Comment c'est venu l'idée de fonder cette association? En fait, dans le conseil d'administration existe un trio, le trio de peinture sur voile. Alors, il y a Roberta Roy avec moi, Olivier Roussan, qui sont sur le conseil d'administration. On fait de la peinture sur voile de bateau depuis plus de 10 ans maintenant. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et on a décidé de fonder l'association suite à toutes nos activités qu'on faisait un peu partout. Et c'est comme ça que c'est décidé. Lors d'un événement, on a fait un événement, puis on a comme formé un petit comité, puis on s'est dit, bien, pourquoi on ne continue pas? On va former une association et on va faire nos activités ici à Laval. Donc, c'est comme ça que l'aventure a débuté. Mais peinture sur voile de bateau, je dois prendre ça au sens littéraire, là. Vraiment, vous faisiez des peintures sur des géantes toiles de voiliers. Oui, voilà. Et vous les mettez pour vrai ou comment ça Oui, on les hisse sur les bateaux.
bateaux, on fait des parades oui, sur on l'eau. les hisse. Oui, C'est c'est le mot. exactement ça, oui. Et puis, on participe à des salons nautiques. On fait surtout des activités maritimes partout, autant en Europe qu'ici. Donc, c'est vraiment, c'est surtout des activités maritimes, des salons nautiques, des salons d'environnement, des choses comme ça. Donc, vous, votre passion, c'est la peinture et aussi les voyages en bateau, j'imagine? Oui, tout à fait. Je fais de la voile depuis plus de 40 ans. Vous avez un voilier? Oui. Wow! Puis, avez-vous une aventure rocambolesque à raconter? Non, pas du tout. Non. Je fais de la voile comme tout le monde. Ben, normalement. Oui, vous c'est êtes pas ça, parti sur le dans fleuve. un long périple, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire éventuellement? Oui, sûrement ma retraite très bientôt, j'envisage. Oui, ça serait sûrement quelque chose que j'aimerais faire. Oui. Est-ce que vous envisagez même là, de tout vendre et partir à l'aventure comme certaines personnes que j'ai vues sur votre site? Oui, ça pourrait être une possibilité. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 grandes filles maintenant, donc qui ont eu la piqûre très jeune. Ils ont la piqûre eux aussi? Oui. Et parlez-nous des événements à venir. Je crois qu'une présentation d'un film le 8 février. Alors, en fait, la prochaine présentation, c'est le samedi, le 25 janvier. OK. C'est Arikana, un mois en canot en famille. Donc, justement, ça, c'est une petite famille avec 2 jeunes enfants qui sont partis un mois. Ils sont partis de l'Abitibi sur la majestueuse rivière Arikana. Et c'est vraiment un périple aussi qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment une conférence à voir, si vous avez la possibilité. Donc, ça aussi, c'est une belle grande aventure. Ils ont même préparé une carte sur cette rivière Arikana-là qu'ils ont vraiment fait, parce que c'est plutôt rare, les gens vont dans cette région-là. Donc, il va y avoir des belles images, un beau récit. Donc, une belle conférence à venir. Ensuite, la prochaine conférence, c'est samedi, le 8 février. Oui. Alors, c'est la présentation du film Huis clos sous les étoiles des jumeaux navigateurs Emmanuel et Maximilien Berck. Ce sont des jumeaux français qui sont partis dans une petite coquille, un peu comme Mylène Paquette, un petit bateau qu'ils ont construit eux-mêmes. Okay. Ce sont des ingénieurs. Et ils se laissent balloter comme ça entre les mers. Ils ont fait la traversée de l'Atlantique. Ils se promènent un peu partout. Et eux, ils amènent tout leur équipement, ils font un documentaire. Ils voyagent, mais avec aucun instrument à bord. C'est un peu fou, leur histoire, mais c'est vraiment assez particulier. Donc, ça aussi, c'est un film qui a gagné plusieurs prix en Europe et ici. Donc, ça aussi, c'est un film qui serait intéressant à voir. Et rapidement, le samedi 15 mars... La bonne marche de votre voilier avec Yvon Loca de la voilerie Voile Sud. Alors, c'est uniquement, en fait, comment bien gérer son bateau, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier quand on fait de la voile, essayer de maximiser le voilier quand on décide de faire de la voile. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site voiledelamitié.over-blog.com. C'est bien ça, oui. L'Association Voile de l'Amitié à Sainte-Dorothée, 33 rue principale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et au plaisir de vous voir. Merci. Mes salutations les plus cordiales à tous nos auditeurs. Vous savez, la culture et les arts revêtent une grande importance pour la communauté lavalloise. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et j'aurai occasionnellement le plaisir de vous présenter et de discuter avec des acteurs de notre activité et de nos activités culturelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir comme premiers invités une grande artiste lavalloise, Mme Lise Paradis. Lise Paradis, bonjour. Bonjour, monsieur. Okay. Lise Paradis, dites-moi un petit peu, vous êtes une artiste peintre. Oui, je suis une artiste peintre depuis ma naissance. Depuis votre naissance. Alors, oui, vous êtes lavalloise? Oui, je suis lavalloise, mais je suis native de Montréal. De Montréal. Oui. Et puis, vous avez commencé très jeune à faire de la peinture? Bien, disons, la peinture comme telle, j'ai commencé, j'avais 14 ans, mais le dessin, là, il y en avait partout dans la maison puis dans mes cahiers à l'école. Oui? Oui. Mais à 14 ans, c'est là que j'ai eu en cadeau à Noël ma première boîte de peinture. La première boîte de peinture? Oui. C'était de la peinture à l'eau, je suppose, à l'époque, non? À l'huile. À l'huile? Ah, déjà à l'huile? Des petits tubes, là, comme ça. Oui. Ah bon, c'était à l'avant-garde, la famille était à l'avant-garde à ce moment-là. Puis c'est pas parce que mes parents étaient riches, mais mon père, il avait décelé un talent, puis il dit, bien, écoute, on va l'encourager. Puis, À ce moment-là, est-ce que vous aviez des amis dans le milieu, quoi? Non. Non, pas du tout. Non. C'était naturel. Moi, j'étais studieuse, j'allais à l'école, puis je fréquentais le Centre Immaculée Conception, et puis je faisais de la natation, puis du ski, puis c'était mon encadrement, là, tu sais. Mais il n'y a pas eu un événement déclencheur pour faire du dessin. C'était la famille, c'était les loisirs familiales, quoi?
Bien, mon père avait un grand talent pour le dessin, mais étant donné qu'il était orphelin depuis qu'il avait l'âge peut-être de 7 ans, ça n'a jamais été poussé plus loin, tu sais. Mais il y avait la touche. Il y avait la touche, hein? Oui, il y avait la touche. Ah bon? Ah, bien, c'est plaisant. Alors, maintenant, quel genre de peinture vous faites? Est-ce que vous faites puis surtout du figuratif, de l'abstrait, quoi? Moi, je fais du figuratif réaliste avec un tantinet d'impressionniste. Bon. Alors, ça veut dire ça qu'on peut aller à du Pissarro un petit peu là-dedans, non? Du Monet, non? Oui, il peut y avoir du Monet, oui, il peut y avoir du Monet. Dans le paysage, mon paysage, la touche est un petit peu plus lousse que dans la nature morte. OK, d'accord. La nature morte peut aller jusqu'à l'hyper-réalisme. Est-ce que vous estimez que vous êtes davantage coloriste ou dessinatrice? Ou bien si les deux, pour vous autres, ça fait partie de même ça fait partie d'un tout, ça. Ben moi, dessiner, là, ça a toujours été ma passion. Là, fait que là, il y a beaucoup de dessins dans mes tableaux. Ouais. Lise Paradis, je sais que vous êtes populaire. Vous avez fait beaucoup d'expositions. Oui. Est-ce que, pouvez-vous me parler des expositions majeures que vous avez faites, auxquelles vous avez participé? Bien, disons majeures. J'ai été sélectionnée pour le Grand Palais à Paris. À Paris? En 95. Et puis, j'ai participé, j'ai eu 3 solos à Washington en 91, 92, 93. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire, ça a été un gros succès. Il n'y avait pas beaucoup de tableaux en revenant dans la camionnette. À ce point-là, hein? Ça a été, là, mon Dieu Seigneur. C'est les Américains, surtout, qui ont aimé vos tableaux? Oui, c'est des Américains qui achetaient mes tableaux. Ils n'avaient jamais entendu parler de moi, puis tout d'un coup, là, c'est arrivé, là, Je sais que vous avez des tableaux un peu partout dans le monde, à Paris aussi. Les amis m'ont dit que ça va bien aussi. Bien, c'est que j'en ai vendu tellement de tableaux qu'il y en a partout dans le monde. Tu sais, il y a des gens qui venaient par ici, qui allaient dans les galeries, qui repartaient en Europe. Et quel genre? Est-ce qu'il y a des sujets qui se vendent mieux que les autres? Oh! Ben, dans mon cas, ouais. Non. Je vendais selon le goût du client, tu sais. Ah oui. Parce que je fais de tout, hein. Du paysage, de la nature morte, des personnages. Je peux pas m'astreindre, moi, à travailler sur un thème seulement. J'aime mieux varier, tu sais, là. Puis je suis pas capable de m'en empêcher. Il faut que je varie, là. Puis, oui. En tout cas. Peut-être qu'il y en a qui aiment mieux qu'un peintre que soit catalogué dans le paysage ou dans la nature morte. Mais moi, je suis pas capable de m'astreindre à ça. Ça fourmille toujours dans ma tête. Hein? Ouais, Lise Paradis, on ne fera pas partie de rumeurs, mais vous avez côtoyé des grands peintres. Oui. Professionnellement, quoi. Oui. Alors, pouvez-vous en nommer quelques-uns que vous avez côtoyés? Disons, on va dire M. Bruni. Ah oui, Umberto. Et Umberto, il va avoir... Il a eu 99 ans, je crois. Oui, hein? je pense que oui. Le 24 novembre dernier. Oui. Ah, Seigneur. Mais il est le fun. Il est plaisant, Umberto Bruni, je l'aime. Oui. Et puis, tu sais, dans les grands peintres... vous avez Georges de Doyard. Oui, Georges de Doyard, c'est un grand ami, Georges de Doyard. D'accord, d'ailleurs... J'enseigne au même endroit que lui, là, au Centre culturel de Cartierville, puis nos classes sont une à côté de l'autre. Tu sais. Vous donnez des cours de peinture également? Ah oui. Ça fait 18 ans que j'enseigne au Centre culturel de Cartierville. Ah, mon Dieu! J'ai enseigné à Laval aussi, mais une couple d'années. Je me dis toujours, je m'engage pour 2 ans, mais ça en fait 18, tu sais, là. Oui, mais ça va bien. Les gens aiment bien. Les gens, vous avez de la facilité à avoir des étudiants? Oui. Puis, ça va bien. Puis je suis pas un bourreau, là. Tu sais, je suis un bourreau de travail, mais je suis pas un bourreau avec mes élèves, là. Disons ils ont la liberté. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous peignez surtout des petits formats, des grands formats? Je peins du 5 par 7 au 48-60. Oui? Ah oui. Est-ce que vous préférez les petits ou les grands formats? Non, j'aime mieux un format. Disons, le format idéal serait peut-être le 24-30. Mais le grand format est impressionnant, là, tu sais. Mais ça me prend plus de temps parce que moi, je suis un peintre très, très minutieux. Je prends quand même beaucoup de temps à réaliser un tableau, tu sais. Mais j'en ai fait des milliers, hein. Les gens peuvent toujours aller voir sur Internet ce que vous produisez. Ben oui, c'est sûr. Ah, oui, j'ai un site Internet. Et comment ça s'appelle, votre site? C'est www.liseparadis.com. Et puis de là, vous pouvez cliquer pour aller sur l'Institut des arts figuratifs, parce que je suis membre de l'Institut des arts figuratifs.
Je parie que vous acceptez de vendre des tableaux. Ben oui, j'en sais. Ah! Je parie une parution. Lise Paradis, merci d'être venue. Vous êtes une femme formidable. J'espère qu'on va avoir le plaisir de se revoir. Oui. Alors, à nos auditeurs, je tiens à vous remercier. Et puis, c'était une première. Alors, au plaisir de vous voir. Le film Jack Ryan, Recrue dans l'ombre, est le 5e film sur le personnage de Jack Ryan et il est sorti en salle le 17 janvier dernier. C'est bien ça, Nicolas? Oui, tout à fait, oui. Bonjour, ça va bien, Nicolas Ça va très Vincent bien, Poirier? toi? Très bien. Dis-moi donc comment tu as trouvé la performance du beau Chris Pine dans le film? Tout dans le film est très ordinaire, mais c'est un bel effort, c'est un bel effort. On voit que les studios se sont forcés, que tout le monde a fait à leur meilleur par rapport au scénario et à ce Le qu'il y avait, scénario là. qui était faible, selon toi? Qui était un petit peu faible. OK. Et bon, c'est ça, c'est la cinquième de la série. Et là, le but, c'était de faire une espèce de reboot de tout ça pour commencer, parce que le dernier avec Jack Ryan, c'était Sum of All Fears en 2002 avec Ben Affleck. Et le film a fait 193 millions avec un budget de 68. Ça fait qu'ils ont rentré dans leur argent. Quoi? J'ai fait de la figuration là-dedans. Ah, pour de vrai? Parce qu'ils ont filmé des scènes au Stade olympique, alors ça prenait beaucoup. Oui, c'est vrai. C'était ma première expérience comme figurante dans Sum of All Fears. Est-ce que tu as rencontré Ben Affleck? Non, j'avais vu Morgan Freeman. J'avais pas parlé, mais je l'avais vu tout près de moi. Là. Quand même, il y a un bel aura, c'était le fun. Tout un personnage, Morgan Freeman. Mais revenons-en à notre ami Jack. Il y a un beau casting aussi dans le film. Keira Knightley, Kevin Costner, tout de même. Là. Oui, et aussi Kenneth Branagh qui joue le rôle du gros méchant russe et qui réalise aussi le film. Et ce qu'il faut préciser, c'est que Jack Ryan, c'est un personnage de Tom Clancy, et qui est décédé justement en octobre dernier. Et bon, même sa mort est un peu mystérieuse à ce gars-là. Et on se demande toujours comment il fait pour avoir autant de détails sur les espions, sur comment certains programmes fonctionnent. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, quand il a commencé à écrire dans les années 80, son premier roman n'était pas un best-seller du tout. C'est le président Ronald Reagan qui a lu le roman puis qui a dit « ça, c'est mon genre de livre ». Puis à partir de là, les exemplaires ont commencé à se vendre comme ça se peut pas. Quelques millions d'exemplaires vendus. Et c'est à partir de ce moment-là que Tom Clancy est vraiment devenu un auteur célèbre avec une tonne de best-sellers. Et ce qui est drôle, c'est que le premier film qui a été réalisé par rapport à un de ses films qui s'appelle... C'était avec Alex Baldwin, Oui, tout à fait. Okay. The Hunt for Red October. Ce qui est drôle, c'est que celui qui l'a réalisé s'appelle John McTiernan, qui était vraiment célèbre des années 80. C'est lui qui a fait Die Hard, Predator. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en prison jusqu'au mois d'avril de cette année. Pourquoi? Pour une histoire d'écoute téléphonique. Donc, c'est quand même assez drôle que, justement, il ait réalisé le premier film sur Jack Ryan. Jack Ryan fait partie de la CIA. Il espionne le monde, tout comme ce réalisateur-là. Et pour ce film-là, après Sum of All Fears en 2002, avec un énorme succès, on se demandait comment faire un autre film. Et finalement, ils ont passé des années à essayer d'écrire quelque chose. Et au bout de la ligne, quand tu prends autant de temps à écrire un scénario, ça devrait être un peu plus complexe que ça. C'est très, 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 très simple. C'est pas compliqué. Les Américains, c'est les gentils. Les Russes, c'est les méchants. Il y a beaucoup de propagande là-dedans, je trouve. Ça fait très années 80, là. Ça fait ça fait années 80. date. C'est ça, ça commence, c'est le 11 septembre 2001. Et là, Jack Ryan voit ça. Puis c'est ça qui lui donne la motivation d'aller dans l'armée puis de combattre les méchants. Et là, finalement, il se fait recruter par la CIA pour aller à Wall Street. Et les Américains, c'est les meilleurs et les Russes, c'est les méchants. Exactement. Et là, les Russes se préparent à faire un crime économique absolument effrayant. Et la seule personne qui peut arrêter ça, évidemment, c'est Jack Ryan. Mais il ne le sait pas encore parce que c'est vraiment comme ses débuts. Mais dis-moi donc, ta théorie, c'est pas ta théorie, mais les films qui sont censés sortir dans le temps de Noël et ensuite qui sont repoussés au mois de janvier. Janvier, c'est des restants donc, du studio. C'est ça, là, c'est pas bon signe. Je crois que ce film-là était censé sortir le 25 décembre. Ils l'ont poussé. Donc, disons que c'est assez symbolique de ta critique. Écoute, c'est un bel effort, là. C'est un bel effort par rapport à tout le monde. Il n'y a rien qui est
qui est super mauvais. Il n'y a rien qui est absolument génial. C'est un divertissement acceptable. Il y en a qui vont plus l'aimer que d'autres. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au départ, ce scénario-là avait aucun lien avec Jack Ryan parce que, bon, c'est pas une histoire basée sur un livre de Tom Clancy. C'était un scénario qui s'appelait Dubaï. Et je présume avec le titre, au lieu d'être des méchants russes, ça devait être des méchants qui proviennent de Dubaï. Des méchants dubaïens. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Les studios ont dit, écoute, on aime vraiment ton scénario. Peux-tu comme le changer? Puis le héros, ça va être Jack Ryan, OK? OK, il a fait ça. Et voilà, ça s'appelle Jack Ryan, recru dans l'ombre. Ça fait la job. Très, très ordinaire, mais si on est désespéré, on peut aller voir ça au cinéma ou peut-être autant attendre que ça sorte en DVD. Oui, aussi, oui. Puis ce qui est drôle, c'est que Chris Pine, qui interprète le rôle principal là-dedans, ben lui, je pense qu'il est bien aimé chez Paramount parce qu'il a aussi fait le reboot de la série Star Trek. Et comme beaucoup de films américains, on a vraiment l'impression qu'on essaie de se faire brainwasher. Oui, un peu, mais moi je pense que c'est un film qui est fait pour le public américain. Sum of All Fears avait 68 millions, celui-là en avait 60 de budget, il a fait 17 millions seulement, en 4e position dans sa première fin de semaine. Donc je pense que c'est un film qui est dédié pour le public américain. Mais le truc là-dedans, si on comprend d'où vient l'argent, on va comprendre l'idéologie du film. C'est simple de même. La propagande américaine, c'est comme ça, que vous voulez-vous. Bien, merci beaucoup, Nicolas Vincent Poirier. On se voit la semaine prochaine. Oui. Vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire à Laval et compagnie? Bien, il y a différentes façons pour nous joindre. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Merci à nos invités en studio. D'abord, Erika Palmer pour Sainte-Rose en blanc. Il y a l'artiste peintre Lise Paradis, de même que Charles-Émile Desgagnés-Cyr du groupe Promo Santé Laval, Marie Giroux de Voile de l'Amitié et au plus grand plaisir d'Amélie, il y avait aussi Alexandre Gariepi du Salon des Reptiles 2014. J'imagine que tu vas encore aller faire un tour là-bas. Probablement, oui, il a piqué ma curiosité. J'ai touché au serpent. C'était un gros défi pour moi. J'aurais peut-être dû essayer de le prendre, mais là, c'était étape par étape. OK, l'année prochaine, on en fera une autre avec eux. C'est ça, exactement. Merci à nos chroniqueurs Ghislain Plourde, Sarah Bibot, Anne-Marie Kirouac, Jean-Jacques Lapierre et Nicolas Vincent Poirier. Merci à Manon Lemieux pour la recherche et la coordination de cette émission, de même que nos caméramans Daniel et Pascal et notre réalisateur Alain Huppé. Et en terminant, la fameuse phrase de l'émission Laval et compagnie. Une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Laval et compagnie. Merci, Éric. Merci, Amélie. À la semaine prochaine, tout le monde.